C'est une analyse... c'est vraiment un sujet très complexe parce qu'il y a comment dirais-je, il y a l'analyse immédiate, d'ailleurs qui est dangereuse, hein, parce qu'effectivement sur le coup, il y a un effet de choc terrible, et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai essayé de m'abstenir de commenter trop vite, parce que c'est vrai qu'au départ, il y a une sensation soit de colère, soit d'abattement, et puis après il y a essayé de replacer ça dans une vision globale, et malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, je suis désolé de faire remarquer que ça correspond, alors est-ce un hasard ou pas, en tout cas si c'est un hasard, il est spectaculaire, à mes analyses depuis des années, notamment dans Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, où je dis bien que nous sommes face à la fois à un processus mondialiste et à une crise financière globale et mondiale, que ces deux choses d'ailleurs marchent ensemble, et que dans les sociétés occidentales, nos élites oligarchiques ont choisi depuis des années déjà, en France ça peut se marquer avec la loi sur le foulard je crois de 2003, ont choisi face à une crise sociale qu'ils ne veulent pas régler, puisqu'en fait le capitalisme financier génère une crise sociale violente, de détourner une lutte des classes comment dirais-je, en croisade religieuse, en lutte religieuse, et que pour ça effectivement ils ont tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire une immigration mal intégrée, une forte population musulmane en France, un contexte géopolitique mondial avec, depuis la première guerre du Golfe, une volonté américaine, sous prétexte de combattre le choc de civilisation, de recoloniser les pays arabes du Moyen-Orient. Enfin, voilà, là j'ai posé un peu le décor. Donc on passe, je dirais, du micro-social à la colère de voir des voyous de banlieue resalafisés tuer des jeunes Français de la couche moyenne salariée, hein, des bobos à Bastille. Et puis quand on prend du recul, on se dit ces événements qui ressemblent à 11 septembre à la française arrivent quelque part à point nommé et font partie quand même d'un calendrier et d'un crescendo qui nous amène à des soumissions dont on pourra parler et à des changements politiques dont on va pouvoir parler là. C'est une bonne question, parce que c'est vrai que la première chose qu'on va me dire, c'est que vous pourriez commencer par la petite ritournelle rituelle de ma tristesse par rapport aux morts, etc., etc. Tu vois. Et c'est vrai que je vais dire deux choses. J'aurais bien voulu avoir de la compassion, mais la manipulation médiatico-compassionnelle, hein, cette comment dirais-je, surenchère émotionnelle systématique imposée par les médias sur un modèle, je dirais, hollywoodien, c'est-à-dire judéo-américain, qui a peu à voir avec ce que j'appelle moi, même si ça fait ricaner certains, notre tradition de pudeur helléno-chrétienne. On n'aurait jamais traité ces événements-là comme ça, du temps du général de Gaulle ou dans les années 20 ou 30. Voilà. Et ça c'est tellement, comment dirais-je, artificiel et suintant, et que justement, quand on est un peu authentique, on a du mal à y adhérer parce que on n'aime pas se faire tirer les larmes. Donc moi, ce que j'ai fait, ce que j'incite les gens à faire, plutôt que de faire des petites phrases qui coûtent pas cher, hein, de la compassion virtuelle sur Internet, etc. Moi, ce que j'ai fait, ce que je vous invite à faire, c'est, je suis allé sur Internet, ça existe, j'ai regardé les visages et les noms de tous les morts. Voilà, parce que comme ça, au moins, c'est pas abstrait, c'est pas des mots et c'est pas des concepts. Et j'ai regardé les visages et les noms de tous les morts. D'ailleurs, on n'a pas encore les 130, mais il y en a un certain nombre. Hein. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai constaté quelque chose qui m'a été reproché, c'est que c'était essentiellement des petits blancs de la moyenne bourgeoisie française. Il y avait effectivement quelques arabo-musulmans sans doute, quelques noirs, mais globalement, on a tué, je ne sais pas qui, on a tué du petit français blanc. Il suffit de regarder les patronymes. Hein, voilà. Et ça, effectivement, je me suis posé... là, j'ai été un peu touché parce que je me suis dit, moi, le quartier Bastille est le quartier où je traînais quand j'avais l'âge de ces gens-là. Hein, parce que j'ai fait les Halles, Bastille, c'est même nous un peu les branchés de l'époque qui avons un peu lancé ces quartiers. À l'époque de la rue de Lappe, à l'époque du Zorro Bar, à l'époque du Max Bar, à l'époque du Bistrot 29, à l'époque de la rue Charles Dallery, etc. Donc effectivement, je me suis dit... si j'avais pas l'âge que j'ai maintenant, j'aurais pu effectivement faire partie des victimes. Voilà comment est venue ma relative compassion. Mais ça amène ça à une digression sur justement
le mensonge, justement d'ailleurs très bobo, de la compassion universelle et sans frontières. En réalité, si je veux prolonger cette discussion, on constate quand même qu'on est très très choqué par 130 morts, parce que ce sont des petits Français et même des petits Parisiens. Je fais remarquer que quelques jours avant, il y avait 200 Russes qui avaient été tués dans l'explosion d'un avion. Et je fais remarquer aussi, sans que ça ne change rien d'ailleurs, que depuis la première guerre du Golfe à laquelle nous avons participé, nous massacrons quotidiennement les populations arabes moyen-orientales. Et depuis d'ailleurs, nous massacrons aussi les populations du Maghreb à travers le peuple libyen et le peuple africain à tout va. Et que l'air de rien, on y survit très bien émotionnellement. Hein. Donc ce qui veut bien dire que ma conclusion, c'est pas de dire que c'est scandaleux, parce que ça, justement, ça serait une phrase de bobo. C'est scandaleux. Non, en fait, c'est anthropologique et c'est normal. On est sensible à la souffrance des nôtres. Prétendre autre chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge typiquement droit de l'homiste universaliste, qui va très bien à Bernard-Henri Lévy, mais parce que c'est un menteur professionnel. En réalité, là, nous avons été d'un seul coup conscients de ce que c'était que des morts, hein, et ça nous a choqués. Prenons donc conscience de ce qu'on fait subir depuis 1991 au peuple irakien. Toutes les semaines, il y a une bombe qui explose dans un marché qui fait largement autant de morts, et c'est majoritairement dans un marché des femmes et des enfants. Hein. C'est constant en Irak depuis plus de 20 ans, c'est maintenant constant en Libye, à cause de M. Bernard-Henri Lévy et de M. Sarkozy, et c'est constant en Syrie. N'oublions pas qu'effectivement, nous faisons subir un chaos de mort et d'effroi au peuple syrien depuis maintenant 5 ans, pour des raisons très très difficilement justifiables. Parce que je pense que plus personne aujourd'hui ne croit à la mascarade qu'il fallait remplacer un dictateur qui serait soi-disant Assad, alors que c'est un chef d'État légitime d'un pays républicain, démocratique et multiconfessionnel, et il faut le remplacer par ces fameux Al-Nostra, dont notre ministre des Affaires étrangères, qui n'a toujours pas été démissionné encore, nous disait il y a peu encore qu'il faisait du bon boulot. Hein, voilà. Alors moi, j'ai deux analyses là qui se télescopent dans mon esprit. Si on fait une analyse macro, hein, c'est-à-dire haute politique, on se dit que les bobos du 11e arrondissement, hein, c'est un terme maintenant qui est très à la mode, hein, ça voulait dire bourgeois bohème, hein, c'est-à-dire c'est des libéraux libertaires, hein, c'est un concept de Kluskar au départ, sont la population, on va dire, majoritairement française de souche, de la classe moyenne, qui est traditionnellement on va dire, antiraciste et assez sensible à la cause palestinienne. Donc là, je me dis, moi, que si j'étais Daesh, cibler ces gens-là, ce n'est pas fait, en tout cas, dans l'intérêt des musulmans. Le résultat immédiat, c'est de couper les musulmans, en réalité, on va dire les Français d'origine immigrée, parce qu'on voit bien que quand on parle de musulmans en France, on parle de ceux qui sont culturellement musulmans, parce qu'ils sont issus souvent du Maghreb. Hein. Donc en fait, le résultat pratique, c'est de couper des jeunes qui ne marchaient pas dans la combine du choc de civilisation, hein, c'est-à-dire qui n'étaient pas anti-islamiques, rabiques, comme d'autres catégories sociales françaises, de les amener au racisme anti-arabe d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'analyse, on va dire, sur s'il y a une stratégie perverse et macro, hein, du système. Après, j'ai une autre analyse, qui d'ailleurs les deux peuvent se coordonner, c'est que moi, ça me rappelle ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette attaque de jeunes voyous de banlieue, resalafisés, originaires de nos anciennes colonies, qui attaquent du petit, qui viennent bolosser. Ça me rappelle ce que moi j'ai vécu quand je traînais à Bastille, au moment où ces jeunes gens, issus du regroupement familial, ont atteint l'adolescence. Ils descendaient sur Bastille, parce qu'à l'époque, il y avait Radio Nova qui avait ses locaux rue du Faubourg Saint-Antoine, pour taper, agresser du petit blanc. Hein, c'est-à-dire c'était les racailles contre les bouffons à l'époque. Hein, on n'avait pas encore même le terme de bobo. Et ça participait d'un processus qui a beaucoup à voir avec le périphérique, c'est-à-dire c'était à la fois un rapport de jalousie, de haine et de fascination, d'ailleurs réciproque, entre des jeunes qui étaient exclus de la croissance et exclus de la Dolce Vita,
et qui étaient dans les lieux de bannissement qui s'appellent les banlieues, alors qu'ils avaient cette jeunesse, cette énergie, c'était essentiellement des garçons. Et puis ce qui les fascinait, ce qui les rendait haineux, qui était la belle vie agréable des jeunes des couches moyennes salariées de Bastille. Et ils descendaient, ce qui est traditionnel, hein, les voyous qui descendent un peu dans les beaux quartiers. Enfin là, c'est d'ailleurs pas les beaux quartiers, c'est les quartiers de jeunes, hein, et qui se font plaisir en les humiliant, en les agressant, parce que c'est un palliatif en fait au plaisir qu'ils ne peuvent pas partager, un palliatif à la sexualité, puisqu'il y a un problème avec les filles, etc. Et finalement, nous sommes passés, dans les années 90, d'une violence de banlieusards contre des types des quartiers petits bourgeois qui étaient à la fois manipulés, qui étaient à l'époque manipulés par SOS Racisme et le PS, et qui se passaient avec des cutters et des coups de poing, et c'était plutôt de la dépouille et de l'agression au cutter. On est passé maintenant à l'agression à la Kalachnikov, parce que c'est plus le PS et SOS Racisme qui manipulent, maintenant c'est le Mossad et la CIA. Vous voyez, ça serait l'analyse, il y aurait l'analyse géopolitique et puis l'analyse sociétale. Les deux se rejoignent. Eh ben, je constate moi-même que quand je parle de tout ça, l'islam n'est pas central. Ce qui est central, c'est une société française dans laquelle il y a une crainte et une violence symbolique et une haine réciproque entre Français de souche, qui sont d'ailleurs souvent des anciens immigrés, mais des anciens immigrés issus de populations européennes, blanches, chrétiennes, et puis des gens qui sont arrivés plus récemment, qui sont mal intégrés. Hein. On peut donner toutes les raisons. Les raisons ne sont pas des excuses, et de toute façon, je crois qu'on est sorti là de l'époque des excuses. Hein, voilà. Donc en fait, il y a une violence qui est à la fois sociale et raciale. Hein. Elle est ethnico-sociale. Et après, cette violence peut être plus ou moins utilisée, médiatisée, en dehors de son énergie propre, par des forces politiques nationales ou internationales. À l'époque, on se servait de cette crainte et de cette violence. Le PS et SOS Racisme s'en servaient pour substituer la cause sociale à la question raciale et antiraciste après avoir lâché le monde ouvrier. Donc c'était la création des SOS Racisme, dont Finkielkraut lui-même dit que c'était pour sauver le racisme, parce qu'il y en avait assez peu en réalité. Et puis aujourd'hui, c'est utilisé par d'autres, effectivement, pour valider le conflit de civilisation, c'est-à-dire cette théorie néoconservatrice américaine, juive et sioniste, hein, il suffit de regarder les noms, hein, qui a décidé, après la guerre froide, quand il n'y avait plus l'ennemi communiste pour justifier notamment les budgets du complexe militaro-industriel et l'impérialisme américain qui doit toujours attaquer au nom de la défense des libertés ou du monde libre. Hein, c'est ce qu'on appelle les guerres préventives, hein, d'une certaine manière, qui est un concept impérial. Il a fallu remplacer cet ancien méchant qui avait disparu avec l'effondrement de l'URSS et l'époque Eltsine par un nouveau méchant qui a été, comment dirais-je, le musulman radicalisé. Or moi, ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a eu toute une épopée coloniale qui s'est passée sur le monde arabe, qui n'a pas produit cet islam radical. Or cet islam radical, qui existe aujourd'hui indéniablement, pourquoi est-il né au moment où les théoriciens géopolitiques américains ont eu besoin qu'il existe? C'est-à-dire que je pense que l'origine de cette mutation de l'islam en islam djihadiste radical ne vient pas de l'islam. Voilà. La première réponse, c'est que ce crime ne profite sûrement pas aux musulmans de France, qui aujourd'hui sont inquiets de leur avenir dans le pays. Moi, j'ai des gens qui me parlent et qui me disent j'ai peur d'aller chercher mes enfants à l'école en ce moment, il va peut-être falloir qu'on s'en aille. Donc le crime ne profite pas aux musulmans de France, c'est une évidence. Ça les met sur la sellette, bien évidemment. J'ai d'ailleurs vu des vidéos dégueulasses où on voit un vieux musulman avec un bouquet de fleurs qui vient honorer la mort d'un des morts du Bataclan, qui était un musicien de musique classique, et il se fait prendre à partie par des jeunes cons de bobos à vélo qui, la semaine d'avant, seraient venus me traiter de nazi et de fasciste, hein, mais qui, là, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, se permettent de demander des comptes à des vieux travailleurs musulmans français de 65 ans, en leur demandant des comptes sur leur islam. Et ça, pour moi, ça, c'est répugnant. Donc, ce qui veut bien dire que les bénéficiaires ne sont pas le peuple français qui, effectivement, vit en ce moment sous la menace d'attentats terroristes, ni les musulmans. Donc, qui sont les bénéficiaires? Je crois que M. Kuckerman et M. Netanyahou nous l'ont dit, qui étaient les bénéficiaires. Hein. Ils nous ont dit, je crois, maintenant, vous, Français, savez ce que nous vivons, nous, en Israël. Vous voyez?
Donc effectivement, il semblerait, sans que je pousse plus loin le constat, que les bénéficiaires de ce qui s'est passé sont l'impérialisme américain, la politique impériale, on va dire, et la politique impériale américano-sioniste, et je dirais on va dire la communauté juive de France, qui effectivement peut aujourd'hui ramener les bobos dans le camp du pro-sionisme. Enfin, en tout cas, elle a des éléments pour le faire. Voilà. Oui, c'est une bonne remarque. On n'a jamais réussi à vendre un Rafale depuis 20 ans, je crois. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques semaines, des pays nous en achètent. Or, qui sont ces pays? Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous ceux qui financent, et c'est absolument démontré, Daesh. Donc, est-ce que ces achats d'avions au gouvernement français ne sont pas le prix payé au gouvernement français et aux élites oligarchiques françaises à travers les rétrocommissions pour se taire sur une complicité qui amène à la mort de jeunes Français? Parce qu'on va pouvoir le dire et le redire comme beaucoup de gens l'ont dit, Daesh, c'est nous. Hein. Quand je dis nous, c'est nos élites politiques. Hein. Voilà, donc est-ce que c'est pas tout ça la rétribution payée aux élites françaises pour leur complicité finalement dans ce meurtre de masse, hein, parce que je pense effectivement il y a un rapport de cause à effet. Il y a de plus en plus de morts, hein. Et puis avant c'était des morts dont on pouvait justifier la mort, enfin justifier entre parenthèses parce qu'ils avaient critiqué le prophète à travers des caricatures, et là on est dans des innocents complets. Donc on dirait qu'il y a un crescendo pour au début cibler, comment dirais-je, un noyau dur où il y a un peu de sens, et après on étend à tout le monde. C'est-à-dire on universalise la menace djihadique. Donc on voit bien que ça peut correspondre soit un calendrier de Daesh lui-même, soit un calendrier de ceux qui manipulent Daesh et qui ont intérêt à créer en France une psychose par rapport aux musulmans. Et on voit que tous les médias font tout pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer, de communiquer à minima au niveau des médias pour pas créer de psychose, et par contre que les forces de police, les services et l'armée fassent le boulot, comme font les Russes en Russie. Parce que les Russes, ils ont pas 5 millions de musulmans, ils en ont 20 millions. Hein. Ils font pas comme ça, eux. Ils y vont doucement sur le commentaire médiatique, mais par contre, derrière, ils font le travail. Hein, c'est-à-dire qu'ils éliminent physiquement des membres clés des réseaux dont ils connaissent l'existence par les infiltrations et les services, comme nous connaissons également l'existence de ces réseaux par les infiltrations et nos services qui sont compétents au niveau de l'analyse. Après, le problème, c'est s'il n'y a pas les ordres donnés par le pouvoir pour agir, ils sont bloqués. Ça serait intéressant de demander au juge Trividic, par exemple, de le pousser à dire jusqu'au bout tout ce qu'il sait. Parce que visiblement, déjà, il en dit pas mal, et on voit qu'il en a gros sur la patate, mais je pense qu'il pourrait en dire beaucoup plus. Sur la responsabilité, je dirais, de l'État profond, sur ce qui se passe en ce moment-là. En apparence, on pourrait croire que l'infléchissement est dû aux morts du vendredi 13, hein, qui n'est plus un jour porte-bonheur depuis. En réalité, l'infléchissement, il est dû à l'entrée dans le jeu de Poutine. En fait, Poutine est maintenant, la Russie de Poutine est maintenant sur le terrain dans un combat concret contre Daesh, et ont les moyens de témoigner à la face du monde que l'État français fait semblant de combattre Daesh depuis 2 ans déjà, hein. Et non seulement fait semblant de le combattre, mais en fait fait partie des puissances, avec l'Angleterre, Israël, la Turquie, la Jordanie aux ordres, les États-Unis, et au niveau de l'idéologie et des finances, l'Arabie Saoudite, le Qatar et inversement, on fait partie de la coalition pro-Daesh. Et alors aujourd'hui, on fait semblant de bouger, parce que d'abord, il faut répondre à une colère populaire, parce que ça commence à devenir gênant de savoir que finalement nos jeunes sont morts à cause des choix politiques français, surtout des choix qui ne se justifient par rien qui correspond aux intérêts supérieurs de la France. La Syrie ne nous a jamais rien fait. La Syrie pourrait juste reprocher qu'elle a été un protectorat français comme le Liban à une époque, mais ils ne nous ont jamais rien fait et ils ne nous posent aucun problème. Pourquoi mettre autant d'énergie à vouloir changer le régime politique de la Syrie? C'est une vraie question. Non seulement d'abord, pourquoi on aurait mandat à décider de quel régime dans quel pays lointain, c'est déjà absurde, mais en plus, ça ne se justifie pas du tout quand on voit les alternatives. Enfin, l'alternative, hein, c'est Daesh ou Bachar el-Assad, on a compris.
Donc, je crois que le problème est là, c'est que dès lors que Poutine est rentré dans le jeu, le mensonge français et le mensonge, on va dire, impérial, ne peut être révélé. Comme exactement comme quand Poutine s'énerve, il dit « je vais m'intéresser à la mission Apollo 9 » ou « je vais ouvrir les archives de la libération des camps qui étaient à l'Est et qui ont été libérés, je le rappelle, par l'armée russe, hein, pas par l'armée américaine. » Vous voyez ? En fait, ce qui fait bouger les choses, c'est Poutine, c'est pas les 130 morts, là. Alors, les issues possibles... quand on regarde les réactions immédiates, bon, c'est beaucoup du virtuel et de l'Internet, y a des gens qui sont aujourd'hui, qui appellent à la guerre civile. Hein. C'est-à-dire, nous sommes en guerre, les musulmans nous ont déclaré la guerre, il y a des musulmans en France, il va falloir faire la guerre pour les chasser. Il y a plein de jeunes, je ne vais pas dire des jeunes cons, mais des jeunes énervés qui pensent que c'est la solution. Alors évidemment, ça, j'en appelle aux militaires, aux gens sérieux et aux gens qui ont un certain âge, pour bien leur expliquer que la guerre civile, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la finit, et puis surtout que ce n'est pas un jeu vidéo. Donc c'est évident que ce n'est pas ça la bonne option, mais par contre, effectivement, beaucoup de gens sont amenés sur ce terrain, notamment par la manière dont les médias réagissent, et puis la manière dont même le président réagit en disant qu'on est en guerre. Si on est en guerre, il faut qu'il nous dise contre qui ? Contre les musulmans, contre les banlieues ? Soit c'est un irresponsable, soit, une fois de plus, il ne travaille pas dans l'intérêt supérieur du pays, ce qui est démontré jusqu'à son patronyme. Hein. Quant à Valls, on sait qu'il n'est pas éternellement attaché à la France, hein, mais un État qui a tout intérêt à ce que l'anti-islamisme se développe en France pour que la situation française ressemble à Israël. C'est-à-dire que c'est le prolongement de la stratégie de Tel Aviv sur Seine. Hein. On a Daesh sur Seine, Tel Aviv sur Seine. On a vraiment tout fait pour cueillir ça. Donc la guerre civile, c'est pas la bonne solution. Alors il y a des gens qui réfléchissent un peu plus loin et qui, eux, parlent de plus en plus de remigration. La remigration, c'est un sujet, vraiment. C'est que depuis le regroupement familial et à cause de l'Union européenne et de l'espace Schengen, on a nous-mêmes décidé, nos dirigeants, je rappelle, c'est Giscard qui a inauguré le regroupement familial à partir de 1975, alors qu'il n'était plus justifié, c'est-à-dire cette immigration de peuplement, n'était pas justifiée par le besoin d'emploi, puisqu'on était déjà passé par le premier choc pétrolier, on était déjà rentré dans la fin des 30 Glorieuses et une période de début de chômage. Donc en fait, la décision du regroupement familial et de l'immigration de peuplement ne peut pas se justifier, comme à l'époque de De Gaulle et du Sonacotra, par un besoin de travailleurs. Hein. Ça se situe ailleurs, au niveau des loges, au niveau de l'idéologie du métissage, au niveau de peut-être qu'aujourd'hui de ce que certains appellent le grand remplacement, que je trouvais excessif il y a quelque temps, mais avec les migrants qu'on a vus déferler par la Turquie, ça finit par avoir une certaine crédibilité. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui parlent de remigration. C'est-à-dire il y a eu une volonté d'immigration de la France par ses dirigeants pendant des années et des années. Aujourd'hui, le pays est saturé. La cohabitation se passe mal pour des raisons ethnico-religieuses et il faudrait les faire repartir dans l'autre sens. C'est d'ailleurs la thèse aujourd'hui d'un type comme Philippe Val, hein, qui est passé de « immigrés, tu es chez toi » à « maintenant, il faut les virer » et surtout, il faut les virer parce que la question sociale n'a rien à voir. Le mec, maintenant, il est passé d'une position libertaire d'extrême gauche à une position d'extrême droite. C'est-à-dire le social n'est pas la cause. C'est une cause purement ethnico-religieuse, c'est-à-dire même, il pourrait aller jusqu'au bout et dire raciale. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment une certaine gauche a basculé à droite et comment aujourd'hui il y a un consensus pour l'idée de la remigration. Le problème, c'est que pour faire la remigration, imaginons ce que ça implique politiquement. En plus je dis policièrement, ça veut dire qu'on décide à un moment donné de retirer la nationalité française à des gens qui sont nés ici et de les ramener dans des pays dont ils ne sont plus les ressortissants. C'est-à-dire que ça exigerait non seulement une révolution nationale dure en France, mais une révolution nationale dure européenne, avec en plus les accords des pays d'origine. Donc là, on est dans de la politique fiction avec un niveau de violence très grand. Donc c'est une discussion intéressante, la remigration, mais dans l'immédiat, et même dans le monde tel qu'il est, ça ne peut rester qu'une discussion. Hein. Même si, par contre, la remigration au niveau individuel a un sens. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent « Moi, je vais retourner dans mon pays d'origine, je me sens de plus en plus mal en France. Mes perspectives sociales sont bouchées, et en plus, je me sens maintenant comme quelqu'un qui n'est pas le bienvenu ici, qui est soupçonné, etc., et qui ne peut pas pratiquer sereinement sa religion, qui est l'islam. Donc quand un type ne trouve pas de travail et qu'on lui dit qu'on va fermer ou brûler sa mosquée,
et que ça peut être ce qui se passe demain, parce que ça risque d'arriver demain, hein, ce genre de choses, on peut comprendre effectivement qu'il y ait une remigration volontaire. Et ça, à la limite, ça peut être effectivement une solution, mais je ne pense qu'elle n'est raisonnable et acceptable que si c'est une solution, on va dire, individuelle ou familiale. Voilà. Bah, la troisième voie, c'est la nôtre, hein, parce que sinon, à quoi on servirait? Bah, la troisième voie, c'est égalité et réconciliation, c'est-à-dire la France est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on est un pays, effectivement, comme le disait bien De Gaulle, un pays européen, blanc, de culture gréco-romaine et de religion chrétienne, et non pas judéo-chrétienne. Hein. Morano, il faudrait qu'elle apprenne bien les citations correctement, si elle veut citer De Gaulle, mais qui a eu une épopée coloniale voulue par la Troisième République maçonnique, hein, c'est-à-dire par nos laïcards, et que ça a eu, effectivement... Ce processus de colonisation est un processus de francisation de gens qui ne l'avaient pas demandé. Et après, il y a eu la décolonisation, effectivement, avec l'immigration de nos anciens dominions coloniaux, ce qui crée la situation française actuelle. Hein. Donc elle n'est pas sortie du hasard et elle n'est pas totalement inexplicable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que depuis, on va dire, le regroupement familial, les choix politiques par rapport au flux migratoire de nos dirigeants politiques sont complètement dysfonctionnels, absurdes et catastrophiques. Hein. Voilà, donc compte tenu de cette analyse, il va falloir travailler d'arrache-pied à quelque chose dont parle beaucoup Zemmour, mais sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire renouer avec l'assimilation, c'est-à-dire arriver à faire des Français d'origine immigrée et de confession musulmane qui sont sur notre territoire, arriver à en faire coûte que coûte des bons Français, c'est-à-dire que des gens qui aiment leur pays, c'est-à-dire qui aiment la France. Or, là, il y a tout un tas de choses à faire, c'est-à-dire que, comme je le dis, si ces jeunes gens, ces jeunes personnes n'aiment pas la France, c'est qu'ils ont des tas de raisons de ne pas l'aimer. Et je ne pense pas que ce soit à cause de l'épopée coloniale, comment dirais-je, de la prise de la Smala d'Abdelkader. C'est à cause du fait qu'aujourd'hui, on va assimiler ces gens à la France de qui? À la France de François Hollande, de Manuel Valls, de Bernard-Henri Lévy, de Jacques Attali? Non. Si c'était la France de De Gaulle, d'Éric Tabarly, de Bayard, de Duguay-Clin, de Saint-Louis, je pense que ça serait plus facile, même pour des musulmans. Hein. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que si on veut sauver la France en assimilant les populations qui ont du mal à s'assimiler pour des raisons qu'on vient de dire, il va falloir déjà commencer par dégager les élites illégitimes qui parlent au nom de la France. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir chasser par le processus électoral, parce que c'est quand même le moyen le moins violent, tous les gens aujourd'hui qui parlent en notre nom et qui prétendent gérer une crise qu'ils ont créée de A à Z depuis 1975, que ce soit la gauche ou la droite. Les seuls qui ne sont pas pris dans le truc sont en tant que tiers exclu, le Front National, puisqu'ils n'ont jamais été aux affaires. Hein, voilà. Donc, égalité, réconciliation, oui, à condition de relancer l'assimilation. Hein, on n'est pas un pays, comment dirais-je, comme le dit un pays multiracial, c'est un pays multiraciste. À un moment donné, c'est tous français, c'est tous aimant la France, mais il faut que cette France soit aimable. Or, cette France est détestable pour des tas de jeunes des banlieues, et pour les bobos de Bastille, elle n'est pas aimable non plus. Il y en a qui la détestent d'un côté, et de l'autre côté, ils ont du mal à l'aimer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de modèle identificatoire fort. Quelle raison aurais-je, moi, si j'avais 20 ans, d'aimer la France de François Hollande, de Manuel Valls et de Hanouna, et même de Benzema, hein, attention, hein, qu'on ne pense pas que je cible particulièrement. Cette France-là n'est pas aimable. Hein, elle n'est pas respectable. Et d'ailleurs, elle n'est plus respectée, notamment par sa politique étrangère, par le grotesque de ses élites, par les écrivains qu'on monte au pinacle en France, comme des Christine Angot ou des choses comme ça. On a perdu totalement notre prestige. Hein. On a perdu totalement notre respectabilité. Et donc, notre jeunesse, qu'elle soit de souche ou d'origine immigrée, n'aime pas ce pays. Alors, les deux souches n'arrivent plus à l'aimer, et ceux qui avaient déjà un contentieux colonial la détestent. Voilà. Donc, égalité et réconciliation, mais je veux dire... il va falloir que ce soit une main tendue, mais ferme. Hein. Effectivement, il faut remarquer que ces djihadistes ne sont pas des types de 40 ans ou de 50 ans, des érudits en islam, prêts à se sacrifier pour rejoindre
Dieu être martyr pour rejoindre le paradis plus facilement. Ce sont des gamins, des adolescents et des post-adolescents, issus de la voyoucratie et de la désocialisation, hein, et réislamisés très récemment et ne maîtrisant absolument pas la religion, et qui participent d'une crise qui existe depuis les années, on va dire depuis mai 68, qui est à la fois une crise et une stratégie de domination, qui est la montée au pinacle de l'adolescence. Ça a commencé avec la fureur de vivre du rebelle sans cause, vous voyez ? Le rebelle sans cause, c'est l'autre nom du rebelle sans cause, c'est le petit con mal élevé. Hein. Et nous avons, pour des raisons de domination politique, c'est-à-dire pour tuer le père et le mâle adulte raisonnable, le patriarche, celui qui pouvait maintenir une société qui pouvait résister notamment à la déferlante du capital et à la déferlante de la vulgarité de l'argent et de l'immoralité de la consommation, nous avons fait monter au pinacle l'adolescent. Et je dirais que le djihadiste aujourd'hui est un cancer de la stratégie de la toute-puissance de l'adolescence dans nos sociétés depuis mai 68. Hein. On a fait ça avec la femme, avec le féminisme, on a fait ça avec l'immigré, on a fait ça avec le jeune. Tout ça a été une stratégie, comment dirais-je, de destruction en fait du père, hein, du père, du patriarche, de celui qui transmet l'autorité et qui permet, par le modèle identificatoire adulte, le passage de l'adolescence à l'adulte. En fait, nous sommes, si on veut faire de la psychologie, tous ces djihadistes sont des adolescents qui n'arrivent pas à passer à l'âge adulte et qui donc sont incapables de se projeter dans un avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils acceptent de mourir assez vite. Soit parce qu'ils acceptent de mourir, soit parce qu'ils ne conçoivent pas qu'ils vont mourir. Parce que le point commun de toutes les racailles que j'ai connues, c'est qu'ils sont incapables de penser au-delà de quelques semaines. Ils prennent la maille rapidement, ils font le braco rapidement, et ils ne se voient pas en tôle, ils ne se voient pas morts, vous voyez ? Et je pense que ces djihadistes-là, quand on regarde, il y en a un des deux qui demandait à être payé la veille, et qui s'engueulait sur le paiement. Quand tu veux mourir pour Dieu, t'es pas en train de discuter pognon la veille. Hein. Mais par contre, ça veut dire que le type, il pensait à son pognon. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour Koulibaly et les Kouachi, sans comprendre qu'ils vont mourir demain. Et ça, c'est typiquement l'ado incapable de se projeter dans l'âge adulte qui est l'avenir, qui est l'idée de de construire quelque chose, prendre une femme, fonder une famille, faire des enfants et être capable de les faire vivre par un travail, ce qui veut dire se projeter sur des années, quitte même à dire à un moment donné qu'on va s'acheter une maison, etc., etc. On est vraiment là aussi, il faut le rappeler, et n'a toujours rien à voir avec l'islam, avec une crise extrême de la stratégie adolescente du capitalisme dégénéré. C'est un sujet sur lequel il faudra travailler parce que beaucoup de gens passent à côté. Toute cette histoire, c'est une histoire de jeunes, hein, et de jeunes cons, jeunes inconscients et jeunes branleurs du côté des bobos, et jeunes hystériquement violents du côté des racailles. Or, l'hyperviolence est un truc d'adolescent, il faut le savoir. Les gens qu'on envoie au front dans les guerres, ils ont 19 ans. Les gens qui sont prêts à mourir pour montrer qu'ils sont des hommes et qui sont pleins de testostérone et de violence et qui font des bagarres, c'est des jeunes. Il n'y a pas de bagarre collective de type de 50 ans ou de 45 ans. Les bastonneurs, ils ont 20 ans. Et là, on est quand même dans la manipulation de jeunes adultes n'arrivant pas à devenir adultes et ayant une énergie qui n'arrive pas à se projeter dans la sublimation de la construction du projet et qui sort d'eux comme un jet de violence. Et ça, c'est une analyse qu'il faut avoir hein, sur la critique ultime du jeune, de l'idéologie du jeune. Hein.